Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour parler d'équipe Canada Junior qui a procédé à ses dernières coupures dimanche, puis qui a présenté les 25 joueurs qui allaient faire partie de son équipe pour le championnat mondial de hockey junior. Donc, il va y avoir 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants. Puis, ça me tentait de partager mes réactions avec vous par rapport à ces joueurs-là, par rapport aux coupures. Puis aussi mes trios, les trios que moi j'utiliserais, mais je vais quand même faire une prédiction des trios que je pense et des paires de défenseurs que je pense qui vont être utilisés pour le Canada pendant le tournoi. C'est sûr qu'il va y avoir des changements, il peut y avoir des blessés, il va y avoir des matchs préparatoires, donc peut-être qu'il y a des joueurs qui vont peut-être monter dans les trios, peut-être qu'ils vont descendre. Puis aussi, il y a des joueurs comme Quinton Byfield, Seth Jarvis puis Cole Sillinger qui sont dans la Ligue nationale ou en fait qui sont dans leur équipe professionnelle en ce moment. Donc peut-être qu'eux, ils vont être prêtés aussi puis ils vont peut-être venir s'ajouter à cette équipe-là. Mais je vais y aller vraiment en ce moment avec les 25 joueurs actuels. Donc on va essayer de voir ce qui pourrait mener au Canada vers la médaille d'or après avoir échappé la médaille d'or l'année passée contre les États-Unis. Donc, premièrement, je vais parler des joueurs qui ont été retranchés. J'ai écouté les 2 matchs du camp de sélection contre les joueurs des universités, en fait, la sélection de joueurs universitaires. Puis le premier que je vais parler, ben, c'est Luke Evangelista. Puis j'avoue que je suis quand même un peu surpris qui a été retranché. Moi, de mon côté, c'était un joueur que je pensais même avant même que le camp s'amorce, je pensais qu'il avait sa place avec l'équipe. Il connaît une excellente saison en ce moment avec les Knights de London. C'est un gars qui est très dynamique, capable de faire beaucoup de choses avec la rondelle. Puis je l'ai pas trouvé mauvais, moi, dans le camp de sélection, mais il n'a pas ressorti du lot. Puis j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui font un peu ce rôle-là, un rôle d'attaquant très dynamique, qui est capable d'alimenter ses coéquipiers, qui est rapide. J'ai l'impression qu'on va retrouver ça dans d'autres joueurs, donc c'est peut-être ce qui lui a fait mal pour ce qui est du camp de sélection. Mais oui, c'est décevant, mais moi je pense que quand même, il aurait peut-être mérité sa place comparativement à d'autres joueurs dont on va peut-être parler un peu plus tard. Même chose pour Zach Dean. Zach Dean, j'ai trouvé qu'il avait été bon pendant le camp de sélection, les 2 matchs. Rien de très spectaculaire. Puis c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il a peut-être pas flashé assez. Il a fait des belles choses, il a été très bien utilisé. Je pense que son trio a fait de belles choses, mais malheureusement, c'est ça, étant donné que c'est un jeune de 18 ans aussi, probablement qu'il va avoir une meilleure chance de se faire valoir l'année prochaine. Je pense que c'était vraiment pour lui donner une première expérience pour ce camp de sélection-là. Puis je pense qu'il va avoir laissé une belle marque pour le Canada puis pour les dirigeants. Donc, ça sera à voir l'année prochaine. Malheureusement, c'est ça. Ça semblait assez évident qu'il allait pas faire partie de l'équipe. Un des joueurs que je pensais qu'il allait faire partie de l'équipe, c'est Vincent Iorio, un défenseur droitier. Donc, c'était le seul droitier, si on veut, qui restait dans l'équipe parce que Jack Thompson s'était fait sortir à cause de la COVID-19. Donc, moi, je pensais que Iorio, il allait être là, puis sans trop forcer. Malheureusement pour lui, il n'a pas connu un très bon camp de sélection. Ça a été très ordinaire de sa part. Il a été très, je ne veux pas dire flat, là, mais il n'a pas ressorti vraiment. Donc, ça l'a peut-être désavantagé. Puis, étant donné que il y a d'autres joueurs des gauchers qui ont joué à droite, qui ont mieux fait que lui. Donc, je pense que c'est ça qui lui a fait mal. Puis, il n'a pas été capable d'imposer vraiment son style. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait mieux, dont c'est Brango qui fait partie de l'équipe. Donc, c'est un peu décevant, mais en même temps, c'est peut-être pas une surprise quand on regarde les 2 matchs qu'il y a eu au camp de sélection. Hendrix Lapierre aussi qui a été retranché, ça peut être une surprise pour plusieurs parce que il a fait partie il a commencé la saison avec les Capitals de Washington dans la LNH. Puis c'est une surprise pour moi aussi parce qu'en fait, moi, je pensais qu'elle allait faire l'équipe. Mais force est d'admettre qu'il a vraiment pas connu de 2 bons matchs
avec le Canada pour le camp de sélection. Il a pas eu l'air impliqué assez à mon goût. Puis il a pas eu l'air vraiment au-dessus des autres côté talent. Donc ça a été un peu il y a beaucoup d'atouts. Lapierre patine bien. Il y a une très belle vision du jeu, bon maniement de rondelles. Mais là, c'est étant donné que les deuxième et troisième trios sont composés de joueurs un peu comme ça aussi, c'était difficile pour lui de se faire valoir avec deux performances très ordinaires contre les universitaires. Mais dans son cas, pour le championnat mondial junior, il en avait pas fait assez pour faire partie de l'équipe canadienne. Je poursuis avec le défenseur Damon Hunt. Lui, malheureusement, il s'est blessé, donc c'était sûr que ça aidait pas sa cause. Il n'avait pas été très, très spectaculaire non plus en défensive, donc je pense que ça l'a juste aidé la décision de tout simplement le retrancher, puis de pas l'ajouter, en fait, dans l'équipe canadienne. Les deux prochains, c'est deux gros gabarits, c'est William Dufault puis Jack Finlay. Puis William Dufault, moi, je l'ai trouvé pas si pire que ça. Mais malheureusement pour lui, je pense il y a peut-être eu certains matchs, en fait, les deux matchs qu'il a joué, il y a peut-être eu certains moments où il a été un petit peu plus effacé. Je parlais avec mon bon ami François-David Rouleau qui me disait qu'il avait perdu quelques petites batailles à un contre un aussi. Donc, quand tu es un gros gabarit comme ça, c'est sûr que c'est difficile. Puis malheureusement, même s'il a fait quand même des points, même s'il a quand même aidé dans l'échec avant, c'était peut-être pas assez pour lui donner une place comparativement à Will Cooley, qui lui a fait partie de l'équipe finalement, qui avait un style similaire à Dufault. Puis Finlay, ça a vraiment été une déception pour moi. Un gars avec son gabarit, avec sa capacité à déranger les adversaires le long de la bande, devant le filet. On l'a pas vu vraiment. Il n'a pas été impliqué dans la zone offensive, puis en défensive, ben, il n'a pas fait grand-chose non plus. Donc, je pense que ça a été un peu facile de le tasser, tout simplement, étant donné que je le trouvais moins bon que Dufour. Donc, déjà, si Dufour n'est pas là, j'imagine que les dirigeants d'Hockey Canada ont pensé la même chose. Ils n'étaient pas assez impliqués pour le gabarit puis pour ce qu'ils pouvaient amener à l'équipe. Finalement, les deux derniers, c'est Ryan Tverberg et puis Joshua Roy. Je pense que c'est deux joueurs qui ont quand même montré de belles choses, plus dans le cas de Roy. Je vais commencer par Tverberg. Il y avait eu un bon premier match dans l'ensemble. Il a été quand même solide, stable, si on veut, dans les trois zones, dans les deux sens de la patinoire. Malheureusement, il n'a pas ressorti côté offensif. Donc, c'est sûr qu'il se battait pour une place dans peut-être le quatrième trio, l'émission défensive, aussi le désavantage numérique, 13e, 14e attaquant. Il a été correct. Puis, ce qui a été très révélateur, c'est que quand un journaliste a posé la question à Dave Cameron après le deuxième match, comment tu as trouvé Tverberg? Puis ça a pris 2 ou 3 secondes avant que Cameron réponde qu'il a été comme hier, il avait fait comme la veille, en fait, il avait été bon comme la veille. C'était assez révélateur qu'il avait peut-être pas fait assez pour justement peut-être sécuriser une place avec l'équipe. Puis en fait, il n'était pas ressorti du lot. Dans le cas de Roy, c'est sûr que lui, il a eu un bon match avec Connor Bedard puis Dylan Gunter. Sauf que le deuxième match a été un petit peu plus compliqué, sans dire qu'il a été moyen, il a été juste ordinaire. Son trio aussi, Connor Bedard avait eu un petit peu plus de misère à driver le jeu au centre. Puis Dufour, ben, ils ont quand même réussi à avoir des points. Dufour, je pense qu'il avait fait un but et une mention d'aide. Fait que ça avait été, Bedard avait fait 2 points. Donc, ça avait bien été quand même côté points, mais c'était pas aussi dominant que la veille. Donc, pour Roy, ben, je pense que c'est une belle expérience. Je pense que l'année prochaine, il va avoir une très belle considération pour lui. Puis, faut juste qu'il continue à travailler comme il fait en ce moment avec le Phoenix. Puis, je suis pas mal confiant qu'il va être là l'année prochaine dans l'uniforme de l'équipe Canada Junior. Donc, qui abandonne pas évidemment. Puis,
continuer à travailler comme ça parce qu'il a quand même fait de belles choses dans le camp. Puis Alan Miller, qui est le directeur du développement des joueurs pour Hockey Canada, ben, il disait que c'était un gars justement qui avait eu une belle progression puis c'était une décision difficile de le retrancher. Donc, fait que ça augure bien de son côté pour l'année prochaine. Donc, je vais maintenant parler des joueurs qui sont là. Donc, les gardiens, je vais passer rapidement avec Sébastien Cossa, Brett Brochu puis Dylan Guerin. C'est trois gardiens qui connaissent de très belles saisons dans leur ligue respective. Donc, Cossa et Guerin dans la WHL, puis Brochu avec les Knights de London dans la OHL. Puis au début, j'avais l'impression que Cossa avait peut-être une petite longueur d'avance. Côté talent, évidemment, bon, lui aussi a 19 ans. Choix de première ronde cette année par les Red Wings de Détroit. Donc, je me disais qu'il y avait peut-être une longueur d'avance. Quand il a joué contre les universitaires, il a été très bon. Il a eu un blanchissage. Il a aussi été très bon pendant la séance de tir de barrage qui a suivi le match. Quand il a affronté l'équipe Canada, par exemple, quand il a défendu le filet des universitaires, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Donc, je ne sais pas à quel point ça va l'avoir nui un peu dans pour le rôle de premier gardien, mais je dirais que il y a encore l'avantage selon moi, mais Brochu, c'en est un qui a pas été mauvais non plus derrière l'équipe Canada. Puis il n'a pas été mauvais non plus derrière les universitaires. Donc je pense que la bataille va peut-être se jouer entre ces deux-là. Puis Guerin, moi, ça me surprend quand même de Guerin parce qu'il était là l'année passée. Mais le fait aussi que c'est lui qui a joué le moins de minutes pendant le camp de sélection. Donc, il a joué 30 minutes, les deux fois avec les universitaires. On peut le voir de deux façons, peut-être. C'est le fait que, justement, peut-être qu'on l'a vu l'année passée, donc on voulait pas c'est sûr qu'on veut qu'il joue, on veut quand même qu'il montre de quoi il est capable, mais peut-être du côté d'Hockey Canada, on le connaît, donc on se dit c'est peut-être lui justement qui a l'avantage au numéro un, ou peut-être justement on voulait voir les deux autres parce que Guerin il est peut-être pas dans le portrait pour le numéro un. Donc ça sera à vérifier. Il va y avoir les matchs pré-saison évidemment, pré-saison, pré-tournoi en fait, qui va peut-être faire foi de tout pour ces trois-là. Mais en ce moment je vois quand même pas le poste de numéro un, je le vois pas à une personne en particulier, mais je pense que Cossa, il a un petit avantage en ce moment, aussi avec son gabarit, évidemment. C'est toujours à considérer à 6 pieds 6, 209, 210, fait que c'est ça. Pour ce qui est de la défensive, il y a des personnes qui, je pense que on s'attendait à voir, bon, Gouli allait être là, c'est sûr, Power allait être là. Je pense qu'il y a des joueurs qui étaient assurés, Lambos aussi. Mais il y a des joueurs qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu pendant le camp de sélection. Puis je pense à Donovan Sebrango puis Paulin Zellweger. Sebrango, c'est pas un gars qui est très offensif, capable de s'impliquer un peu offensivement, mais c'est un gars qui est beaucoup plus réputé pour sa défensive, capable de s'impliquer physiquement, donc un défenseur qui est difficile à affronter. Puis il a été jumelé à Olin Zellweger pendant le camp de sélection. Puis les deux matchs, ils ont joué ensemble. Ça a été la meilleure paire de défenseurs en fait des deux équipes, de l'équipe Canada Junior et des universitaires pour les deux matchs. Puis j'irais même dire jusqu'à dire que Zellweger, c'était le meilleur joueur sur la patinoire dans le premier match jusqu'à ce que Bedard se mette un peu en marche. Mais bref, ces deux-là ont vraiment gagné leur place, selon moi, pendant le camp de sélection. Puis ils ont vraiment bien fait pour probablement qu'ils vont jouer ensemble aussi pendant le tournoi. Je pense qu'ils ont réussi à supplanter un gars comme Ryan Horworth qui avait fait partie du camp l'année passée. Puis je l'ai juste trouvé correct pendant le camp de sélection. Donc les deux matchs qu'il a joués, ça a été correct sans plus. Donc peut-être que le fait qu'il n'y ait pas eu de chaise un peu Horworth, ça va lui avoir nuit. Puis même chose pour Lucas Cormier, qui lui, de son côté, je pense qu'il y a le côté offensif qui est très bon sur l'avantage numérique. Mais je ne sais pas à quel point lui aussi va être utilisé pendant le tournoi côté défensif. Je suis pas convaincu qu'il va avoir un poste régulier dans le top 6. Ça reste à voir.
Mais de mon côté, je le verrais un peu plus comme septième ou huitième défenseur avec du temps de glace en avantage numérique ou dans des situations bien précises. Puis le joueur que j'ai pas parlé, ben, c'est Ronan Sealy. J'ai jamais été un grand fan de Roland Sealy en général. C'est un gars, je pense, qui était très efficace en défensive, côté défensif, là, pas du côté de l'attaque. Puis, je pense que ça a bien paru pendant le temps de sélection. Il a été très efficace devant, devant les deux gardiens, en fait, Brochu et Cossa. Je trouvais qu'il faisait bien son rôle de un peu déblayer le devant du filet, travaillait bien le long des bandes, très, très stable défensivement. Il donnait pas grand-chose aux universitaires. Donc, je pense que lui, c'est un gars qui serait intéressant à jumeler avec un joueur plus offensif, donc peut-être Lambos ou Power. Ça sera à vérifier. Mais je pense que lui, il va avoir gagné sa place dans le top 6 parce qu'il apporte quelque chose aussi qui est peut-être un petit peu moins, qu'on voit un peu moins peut-être du côté du Canada dans certains joueurs. Puis il a été capable de jouer à droite aussi. Donc ça, c'est sûr, ça peut aider, étant donné qu'il n'y a pas de droitier. Je sais que ça cause des maux de tête des fois pour certaines personnes parce que on aime bien avoir quatre gauchers, quatre droitiers, mais pour le Canada, il y aura juste des gauchers cette année. Donc Zellweger a joué à droite aussi. Powers a joué à droite aussi dans la NCAA, donc ça sera à vérifier vraiment les, euh, les duos, mais je pense que la défensive est quand même bien équilibrée côté offensive, défensive, physique, capable de jouer dans plusieurs situations. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour le Canada de ce côté. Du côté de l'attaque, il y avait déjà des joueurs qui avaient été laissés de côté par le personnel d'entraîneur de l'équipe Canada Junior. Donc, on savait qu'il allait être de la formation partante. C'était Maverick Bourque, il y avait Ridley Grigg, il y avait Dylan Gunter, il y avait Ken Johnson, Mason McTavish, Cole Perfetti, Justin Sourdiff, puis Shane Wright. Donc, il y avait de la place pour encore au moins presque la moitié des joueurs pour l'attaque. Puis, il y a des joueurs qui ont ressorti du lot, puis qui n'ont pas donné de choix au personnel de les ajouter. Puis, je pense à Connor Bedard en partant. Moi, je l'avais dans mon équipe avant même que le camp de sélection commence, juste parce que c'est un gars qui est tellement, il a tellement de talent, il est tellement, c'est un game breaker, moi, que j'appelle. Donc, qui ait 16 ans, qui ait 19 ans, pour moi, tu peux pas te passer d'un gars comme ça dans une équipe parce que justement, c'est un gars qui peut te sortir de quoi au côté offensif contre n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, c'est sûr que ce qui va être utilisé sur un premier, deuxième trio, là, c'est là que le Hockey Canada puis l'équipe Canada Junior, je pense qu'ils vont ressortir parce que c'est très rare que ces gars-là de 16 ans ont autant de place dans l'équipe. On les voit souvent comme 13e, 14e. Ben, 14e, c'est un peu plus récent, mais on les a souvent vus comme 13e attaquant, comme joueur de quatrième trio, à part certaines situations, certains cas. Ça devient je pense que c'est le septième ou le huitième joueur de 16 ans à jouer pour Équipe Canada Junior. Donc, il y a eu Gretzky, il y a eu Lindros, il y a eu Jay Bouwmeester, Jason Spezza, Sidney Crosby, Connor McDavid. Puis peut-être que j'en oublie un autre, mais bref, ce serait Connor Bedard, c'est le septième ou le huitième si j'en oublie un. Donc c'est quand même impressionnant parce qu'il a été très bon dans le camp de sélection avec 5 points. Un autre gars qui a impressionné pendant le camp de sélection, c'est Elliott Desnoyers, le Québécois. Puis Dave Cameron, il l'a dit en fait pendant ses points de presse. Il a dit que Desnoyers, c'est un gars qui était dur à affronter. C'était un gars que tu pouvais utiliser dans plusieurs situations. Tu savais qu'est-ce qu'elle allait te donner. Puis c'est quand même bien de le voir là parce que c'est pas un gros gabarit. Il est 5 pieds 11. Il pèse 170 livres, mais sauf que c'est un gars qui est quand même très tenace. Puis Hockey Canada aime ça, ces joueurs-là. Donc, c'est sûr que quand t'as beaucoup de talent, mettons, sur tes deux premiers ou tes trois premiers trios, tu as besoin d'un gars que tu peux utiliser comme bougie d'allumage sur un quatrième trio. Aussi que tu es capable d'utiliser dans des situations, encore une fois, de désavantage numérique, puis tout ça. Donc,
Desnoyers, je pense qu'il cadrait bien dans ce moule-là, puis ça a été une belle surprise de le voir là. Parce que justement, il y avait peut-être des joueurs plus talentueux. Je parlais d'Evangelista tantôt, qui auraient probablement mérité leur place d'emblée au départ, comme Hendrix Lapierre aussi. Mais je pense que Desnoyers, lui, il a forcé la main, puis il a mis un peu, il a défoncé la porte. Si Lapierre avait un pied dans la porte, ben Desnoyers, lui, il l'a défoncé, puis il est allé la chercher sa place. Donc, c'est vraiment très plaisant de le voir là. Xavier Bourgault aussi, qui a été ajouté à l'équipe. Au début, j'étais pas sûr qu'elle allait se tailler une place parce que je m'attendais à ce que d'autres joueurs fassent un peu un rôle de quatrième trio. Donc, des gars comme Cooley est là, justement, mais des gars comme Finlay, c'était très dans le moule de Hockey Canada, des gars physiques, gros gabarits, qui patinent pas super bien, mais qui sont efficaces puis dérangeants. Mais Bourgault, avec son style de jeu, sa capacité à bien garder la rondelle, bien repérer ses coéquipiers, prenait des bonnes décisions avec la rondelle. Enfin, je pense que c'est un gars qui va être très, très, en fait, à surveiller pendant le tournoi. Pas au niveau nécessairement des points, mais au niveau de ce qu'il peut amener dans l'équipe, dans les situations des missions défensives ou même en désavantage numérique. Puis peut-être aller chercher quelques points aussi, parce qu'on en a vu des joueurs qui étaient peut-être un petit peu moins talentueux que d'autres, mais qui ont connu des super tournois. Je pense à Jacob Pelletier, justement, l'année passée, qui a été sensationnel. Donc pour Bourgault, c'est très plaisant de le voir là. Du côté des joueurs qui ont été ajoutés aussi, ben Logan Stankoven, un petit jeune, je suis vraiment content de le voir là parce que c'était des joueurs que j'adorais l'année passée au repêchage. J'avais 16e en fait, tu juste hors du top 15. Puis euh, c'est un petit gabarit lui aussi, environ 5 et 7, 8, 170, 15. Donc c'est une petite tornade lui aussi. C'est un gars qui a un excellent lancer. Il a du chien. Donc, je comprends un peu aussi pourquoi Hockey Canada l'ont choisi pour l'équipe parce que non seulement il peut aider offensivement, mais il va peut-être pouvoir déranger d'une autre façon aussi en même complétant ses mises en échec ou en dérangeant les adversaires. Donc, Logan Stankoven, très heureux de le voir là. Il a joué un match au camp de sélection. Il a marqué un très beau but, puis il était très visible sur la glace. Donc, ça, c'est toujours important. Je vais parler de Justin Sourdiff. Je suis pas un grand fan de lui en général. Je pense que c'est un bon joueur de hockey, excellent joueur two-way. Puis c'est la raison pourquoi il a été là. C'est la raison pourquoi Hockey Canada a décidé de tout de suite le mettre dans les groupes 2 avec les joueurs qui étaient assurés de faire l'équipe parce que c'est une machine dans les deux sens de la patinoire. Donc c'est sûr que si tu veux, parce qu'on sait que Hockey Canada bâtit son équipe avec un peu une mentalité de la Ligue nationale de hockey. Donc, si tu as besoin d'avoir un trio plus défensif avec des joueurs de soutien, des joueurs qui sont là pour les désavantages numériques, ben Sourdiff, c'est un gars comme ça. Donc, puis on sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, Akil Thomas, c'était un gars comme ça aussi. Puis il a marqué un but, le but de la médaille d'or, en fait, contre la Russie il y a 2 ans. Donc, c'est des sélections des fois qui font froncer un peu les sourcils, mais quand ça paye, ben on peut juste lever notre chapeau. Puis ça a été le cas de Hakeem Thomas. Puis je pense que Sourdiff, il peut aider aussi tant qu'on lui donne pas un rôle de premier plan. Là, mettons là sur le quatrième trio ou troisième trio à la limite, mais laissons la place aux joueurs de talent, puis laissons l'avantage numérique puis les situations importantes aux joueurs de talent. Un petit mot aussi sur Shane Wright, qui va probablement être le premier choix au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. C'est un gars qui, je pense qu'il est capable de jouer dans les deux sens, donc le voir piloter peut-être un deuxième trio, ça ça va être bien parce qu'on va pouvoir, du côté de Hockey Canada, le faire jouer avec des joueurs très talentueux. Puis lui aussi, il va pouvoir aider tant à l'attaque, mais aussi aider un peu en défensive. Donc j'ai hâte de voir avec qui il va être jumelé. Mais c'est sûr et certain que je m'attends quand même à un bon tournoi de lui parce que
Il a mis un peu de temps avant de se mettre en marche en début de saison. Moi, j'étais pas inquiet du tout. Même je trouvais qu'il jouait quand même très bien malgré le manque de points en général. Mais là, il s'est mis en marche depuis 2, 3 semaines. Puis là, de le voir au camp, ben ça va être en fait, on l'a pas vu au camp, mais de le voir au match préparatoire, ça va être très intéressant de le voir aller. Donc, je vais maintenant y aller avec mon alignement, moi, ma formation. Les trios que moi j'utiliserais, les paires de défenseurs que moi j'utiliserais, puis les gardiens dans l'ordre. Puis je sais que ce sera pas 1, 2, 3, 4 les trios, donc je les ai placés comme ça, mais ça peut être interchangeable. Le premier trio que moi j'utiliserais, en fait, que je formerais, c'est Connor Bedard avec Mason McTavish puis Logan Stankoven. Puis la raison pourquoi je ferais ce trio-là, ben, c'est qu'ils ont été extraordinaires au U18 il y a quelques mois. Donc, je sais que c'est pas le même niveau de jeu, le U18 puis le championnat mondial de hockey junior, mais il y a déjà une chimie incroyable entre ces trois-là. Donc, c'est sûr que j'essaierai de tenter cette expérience-là encore pour voir si ça se poursuit. Parce qu'ils ont des styles très complémentaires quand même. Avec McTavish qui est très bon dans les deux sens, qui a aussi un excellent lancer. Bedard qui est très high octane, donc patin, main, bonne vision du jeu. Stankoven un peu de chien aussi, comme McTavish, mais bon lancer lui aussi. Donc c'est très intéressant de voir ces trois-là. Mais comme je disais tantôt, je serais très surpris de voir Bedard sur un top 6. Donc, j'utilise beaucoup le côté chimie dans les trios, qu'on va voir. Donc, Ken Johnson avec Shane Wright et Dylan Gunter. Puis Wright et Gunter ont joué ensemble aussi au U18. Donc, puis je ferais ces deux gars qui ont des excellents lancers. Donc, je vois pas pourquoi un gars comme Ken Johnson ne viendrait pas s'ajouter à ces deux-là. Excellente vision du jeu pour alimenter ces deux-là. Puis Wright et Gunter ont quand même de bons gabarits aussi, ce que Johnson a un peu moins. C'est un gars un peu plus frêle, un petit peu moins qui travaille un petit peu moins le long des bandes, qui est capable de le faire, mais c'est un peu moins son style. Donc, peut-être qu'avoir un gars comme Wright, des gars comme Wright et Gunter, ça l'aiderait beaucoup, ça lui donnerait de l'espace, puis il pourrait manœuvrer avec la rondelle, puis les alimenter. J'utiliserais Perfetti avec Bourgault et Bourque. Évidemment, Bourgault et Bourque, deux joueurs encore qui se connaissent super bien. Dans la JMQ avec Olivier Nadeau, c'est le meilleur trio de la JMQ selon moi. Donc, j'ai un gars comme Perfetti, évidemment, extrêmement talentueux. On l'a vu dans la Ligue américaine. L'année passée aussi, il était au tournoi. Donc, c'est un gars qui, je pense, viendrait compléter super bien Bourque et Bourgault. Bourgault, un gars avec un bon sens du hockey. Perfetti, un gars qui a énormément de talent. Lui aussi, un bon lancer. Bourque, lui aussi, capable d'alimenter ses coéquipiers, bon patin. Donc, je pense qu'il y a une belle chimie à développer avec ces gars-là pour ce trio-là. Le quatrième trio que j'utiliserais, c'est Will Cooley avec Ridley Gregg puis Jake Neighbors. Un trio d'énergie, trio de gars qui sont capables de plaquer, sont capables de travailler le long des bandes, travailler en fond de territoire, bon échec avant. Cooley puis Greg, c'est des petits démons. Ben, en fait, Cooley, c'est un gros démon, mais Greg, c'est aussi une petite dynamite. Fait que je serais pas surpris de voir ces deux-là, justement, jumelés ensemble. Quoique, c'est possible que, justement, peut-être qu'on confie Greg à des joueurs un peu plus talentueux, on verra. Euh, Puis pour les 13e et 14e attaquants, ben, ce serait Sourdiff et puis Desnoyers. Je pense que c'est la qualité de ces deux gars-là, c'est qu'ils peuvent jouer n'importe où sur la formation. Donc, si jamais tu veux changer des joueurs de trio ou tu veux essayer de créer une genre de ligne un peu plus capable d'aller à l'attaque, mais responsable, un gars comme Desnoyers, tu peux le faire jouer n'importe où à gauche. Sardif, même chose, tu peux le faire jouer n'importe où à droite. Il peut même jouer au centre. Je pense que ces gars-là ont pour avoir des rôles vraiment importants de up and down un peu. En défensive, j'utiliserais Goulet avec Lambos. Lambos, d'habitude, il joue à gauche. Il a joué un peu à droite pendant le camp de sélection, donc je sais pas. J'aimerais bien le voir avec Goulet, qui est beaucoup plus stable défensivement. Lambos, je le trouve pas mauvais défensivement, mais il est un petit peu plus offensif. Donc, je pense qu'il y aurait une belle
un bel équilibre entre ces deux-là. Ensuite de ça, Power et Sealy, même chose. Power est très, très habile à l'attaque. Donc, capable de relancer, de transporter la rondelle. Donc, un gars un peu plus safe, si on veut, avec Sealy. Je pense que ça viendrait, encore une fois, donner un bel équilibre dans ce duo de défenseurs-là. Je change pas Sebrango et Zellweger. Je pense que les deux gars ont été très efficaces pendant le camp de sélection, donc je toucherai pas à ça. Puis mes septième et huitième, ce serait Hallwork et puis Cormier. Donc, dans le cas de Hallwork, ben, c'est juste qu'il m'en a pas montré assez dans ce camp-là pour le placer en avant des autres. Puis Cormier, ben, le côté défensif, évidemment, c'est un point d'interrogation de mon côté. Donc, c'est sûr que ça va peut-être être le fun contre des équipes comme l'Autriche ou l'Allemagne, peu importe, mais quand ça va être le temps de jouer contre les États-Unis, la Russie, des choses comme ça, je pense que il va se faire exploiter un peu trop. Donc, je pense que Zellweger est un petit peu mieux côté défensif, donc je l'ai préféré à Cormier. Puis devant le filet, ben moi j'ai Cossa, puis comme second, j'ai Brochu. Encore une fois, il n'y a rien de scientifique, mais je pense que Cossa a juste un petit avantage côté talent, puis côté gabarit. Euh, donc on va voir, mais Brochu, c'est un gars qui est très combatif, même s'il n'y a pas un si gros gabarit que ça, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Garen, moi je l'aime bien, mais c'est juste que évidemment, il y a quand même deux autres bons gardiens avec lui, donc c'est sûr que c'est compliqué, mais je serais quand même pas surpris aussi qu'il réussisse à peut-être devenir le deuxième gardien de l'équipe Canada ou peut-être même le premier, on sait jamais. Maintenant, je vais y aller de ma prédiction, donc ce que je pense qui va arriver pour l'équipe Canada Junior. Je pense qu'ils vont peut-être mettre Ken Johnson avec Mason McTavish puis Cole Perfetti. Je pense qu'ils vont essayer de mettre un gros trio très très offensif, qui est capable de jouer contre n'importe qui, qui est capable de faire mal à n'importe qui. Puis McTavish, étant donné que c'est un excellent joueur dans les deux sens, ben tu peux le faire jouer avec n'importe qui de très offensif. Puis c'est sûr que il va s'en tirer. Donc je serais pas surpris de voir une combinaison de ce genre-là. Euh, j'ai mis Wright avec Neighbors et Gunter. Neighbors et Gunter jouent ensemble dans la WHL avec Edmonton. Puis je pense que Wright et Gunter, il y a cette chimie-là. Donc, je serais pas surpris qu'on la garde. Puis je pense que Neighbors avec Gunter, c'est aussi il y a une belle chimie entre ces deux-là. Puis Neighbors, comme je disais tantôt, c'est un gars aussi qui est capable de s'impliquer physiquement, donc capable de créer de la circulation qui crée de l'espace en fait pour les deux autres. Fait que je pense qu'il y aurait quelque chose à créer. Puis je serais pas surpris que du côté de Hockey Canada, justement, on jumelle des gars comme Wright et Gunter ensemble parce qu'ils ont énormément de talent offensif avec un gars qui est plus Neighbors a beaucoup de talent offensif, là, sauf que peut-être un peu plus travaillant, peut-être un peu plus fatigant que les deux autres. Donc peut-être c'est le genre de trio que Dave Cameron pourrait utiliser. C'est un peu le même dans cette même optique-là aussi que j'ai le trio de Bourgault, Grigg puis Bourque. Grigg, un gars un peu plus tannant, peut-être un petit peu moins talentueux que Bourque, mais plus tannant, donc plus tenace, un joueur de centre qui est très difficile à affronter, capable de jouer en défensive aussi. Puis tu as un Bourgault dans ça qui est capable de bien contrôler la rondelle, d'alimenter ses coéquipiers, fait pas de trouble dans toutes les zones, il est efficace. Donc je pense que ça devient un trio qui sans nécessairement ébranler tout le monde côté défensif, de côté mise en échec, puis côté les épaules. C'est un trio qui peut bien contrôler la rondelle puis travailler fort le long des bandes puis dans le fond de territoire offensif. Donc, ça serait un trio qui pourrait être intéressant. Et finalement, quatrième trio un peu plus défensif, si je ne veux pas me permettre d'utiliser défensif, mais avec Will Cooley, avec Sourdiff au centre puis Desnoyers à l'aile. Des gars qui sont capables de déranger aussi, mais qui sont très efficaces dans les trois zones, dans les deux sens. Puis je pense que c'est un trio qui va être capable de matcher n'importe quel gros trio de l'autre côté. Donc, si tu veux mettre un trio offensif du côté, disons, des États-Unis ou de la Russie, ce trio-là peut facilement
les shutdowns, si je peux prendre l'expression anglaise. Et il peut même amener de l'eau au moulin avec l'attaque, donc tout en s'impliquant physiquement avec Cooley. Donc, je pense que c'est un genre de trio qui va faire plaisir à Hockey Canada. Trio safe, un trio qui va probablement terminer dans les plus élevés. Donc, ouais, ça serait le trio que je verrais comme quatrième. Puis j'ai mis Bedard puis Stankoven 13e et 14e uniquement parce que Bedard, premièrement, c'est le plus jeune. Puis comme je disais, je suis pas mal convaincu que le Canada vont pas le placer, va pas le placer sur un trio offensif dans un top 6. Puis Stankoven, même chose. J'ai l'impression que c'est peut-être un des gars qui a été dans les derniers à faire partie d'équipe. Donc, je pense que c'est ça. C'est pas une question de talent, c'est pas une question de rien. Évidemment, moi, Bedard et Stankoven, je l'avais sur le trio de McTavish, donc vous pouvez voir un peu ma philosophie, mais en connaissant Hockey Canada, je pense que c'est ça. Peut-être que Stankoven va réussir à se faufiler dans un trio, peut-être un troisième trio, mais j'ai l'impression qu'ils vont être très prudents avec Bedard. En défensive, je pense qu'ils vont mettre leurs œufs dans le même panier avec Goulet et Power. Avoir une première paire tout simplement spectaculaire. Une première paire que dans la Ligue nationale. Ces deux-là pourraient quasiment jouer dans la Ligue nationale cette année. Sans nécessairement dire que ça serait une première paire, là, mais c'est deux gars qui ont déjà une coche en haut de plusieurs personnes dans ce tournoi-là. Donc, je serais pas surpris de voir le Canada les jumeler ensemble. Des habiletés aussi un peu complémentaires, avec Power qui est plus offensif que Gooley, mais Gooley qui est plus physique que Power. Donc, il y a ça. Lambos, comme je disais tantôt, Lambos, c'est un gars plus offensif. Donc, peut-être de le voir avec un gars comme Sealy, ça pourrait être intéressant du côté du Canada parce que ça lui permettrait de contrôler la rondelle, de pouvoir relancer l'attaque, de pouvoir alimenter des coéquipiers à travers le centre. Puis, lui aussi, même, peut transporter la rondelle, ce que Sealy fait un petit peu moins. Donc, je pense qu'il y aura une stabilité de ce côté-là. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les matchs préparatoires parce que je serais très surpris qu'ils séparent Sebrango puis Zellweger. Parce que ça a tellement bien fonctionné dans le camp de sélection que je pense qu'ils vont leur donner encore des looks pendant les matchs préparatoires. Puis, je reviens aussi à comme je disais tantôt, je pense que O'Rourke et Cormier, ben, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils sont là pour des rôles de soutien, des rôles dans des situations un peu plus particulières. O'Rourke, c'est un gars qui est quand même capable d'aider en attaque. Cormier aussi, donc peut-être que ça va être ça de leur côté. Puis pour les gardiens, moi je pense que Guerin va être le premier du côté de l'équipe Canada Junior au bout du chemin, là, à la fin des matchs préparatoires. J'ai comme l'impression que, comme je disais tantôt, le fait qu'il ait pas joué beaucoup, qu'il ait joué moins que les deux autres, qu'il n'ait pas défendu la cage de Hockey Canada, je pense on veut peut-être lui donner ce rôle-là de numéro 1, puis peut-être qu'en faisant jouer Cossa et Brochu avec derrière l'équipe canadienne pendant les matchs de sélection, j'ai l'impression qu'on cherche peut-être à trouver un gardien numéro 2 au cas où si Guerin a des difficultés. Donc, peut-être que peut-être que moi je me trompe dans cette analyse-là, mais on dirait que du côté de Hockey Canada, peut-être que Guerin, étant donné que c'est un gars qui revient, il était là l'année passée, il y a peut-être ce petit avantage-là de leur côté, mais ça sera à vérifier. Ouais, donc c'était un petit peu mes réactions concernant l'équipe Canada Junior, concernant les joueurs qui sont là. Je pense que l'équipe Canada Junior a une très belle équipe cette année, comme c'est le cas d'habitude à toutes les années, même si on est en désaccord un peu avec certains choix. Moi le premier. Des fois, je suis pas toujours d'accord avec leurs décisions, mais ça paye parce qu'ils gagnent souvent les médailles d'or. Ils se rendent souvent dans le top 3 au moins sur le podium. Enfin, ça sera à vérifier cette année. On va continuer à surveiller ça. Le TSLH ce soir, on va peut-être avoir des lives pendant le tournoi
Donc, peut-être vous joindre à nous, essayer de discuter des matchs pendant qu'on les regarde avec vous. Puis on va voir ce qui va arriver. On va essayer de faire nos prédictions aussi pour les joueurs qui vont recevoir les honneurs et qui va gagner la médaille d'or et ainsi de suite. Donc, on va se reparler dans les prochaines semaines. Puis, on va vous souhaiter un excellent tournoi.